Tu es toujours fauché, a raillé papa. Lors d'un Noël de luxe, mon téléphone a vibré, Mademoiselle Émilie, vos comptes totalisent désormais 30 milliards de dollars. Mon frère a laissé tomber son verre par terre. Les 30 milliards de dollars que je contrôlais semblaient plus lourds que les sols en marbre que je traversais, et ce soir, j'étais ici pour entendre le son du cristal se briser. 5 ans après avoir été viré de l'entreprise de ma propre famille, je revenais enfin dans leur monde. Les sols en marbre, les rampes garnies d'or et cette odeur de pain et de perfection qui définissait autrefois l'idée du succès selon mes parents. Le manoir Grant à Aspen brillait comme une boule à neige, impeccable de l'extérieur et glacial à l'intérieur. Je me suis dit que j'étais juste là pour une soirée, pour sauver les apparences, mais dès accent gravesque que j'ai posé le petit cadeau que j'avais apporté, le rire de mon père a coupé à travers les chants de Noël. Ne t'inquiète pas Émilie, a-t-il dit, son ton dégoulinant de moquerie, nous nous assurons que tu puisses te payer une assiette cette année. La pièce a éclaté de rire. Tout le monde sauf moi. La table brillait de cristal et d'argent comme une photographie dans un magazine de style de vie. Le lustre au-dessus dispersait une lumière dorée sur l'acajou, se reflétant sur les verres de champagne que ma famille levait comme des trophées. Dehors, la neige tombait sans bruit sur les montagnes, couvrant le monde d'un calme qui n'atteignait pas cette pièce. À l'intérieur, chaque mot scintillait de statut, chaque regard mesurait la valeur. Je me sentais comme un fantôme traversant le Noël de quelqu'un d'autre. La perfection n'était pas chaleureuse. C'était l'éclat froid et dur des attentes. Papa, Richard Grant, 68 ans, se portait toujours comme le PDG qu'il était autrefois. Épaules carrées, voix retentissante même à la retraite, il parlait comme s'il dirigeait encore les marchés lui-même. Les actions sont en hausse de 20% ce trimestre, a-t-il dit à personne en particulier. Le nom Grant signifie encore quelque chose dans la finance. Maman, Vivian, voletait à côté de lui en soie rouge, ajustant son bracelet en diamant toutes les quelques secondes. Tout est une question d'apparence, chérie, aimait-elle dire. Elle n'avait pas besoin de le dire ce soir. Tout dans la soirée hurlait les apparences. De l'autre côté de la table, mon frère Ryan versait plus de VIN dans le verre de sa fiancée. Ryan avait hérité de l'arrogance de papa mais pas de sa retenue. Il était le fils doré, celui qui était resté dans l'entreprise familiale, celui qui faisait les choses bien. Sa fiancée, Chloé Bennett, s'est penchée pour chuchoter quelque chose à son oreille et ils ont ri tous les deux. Elle était belle de cette façon tranchante, scintillante, bruyante, chère. Émilie, a-t-elle dit en m'adressant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ça fait une éternité. Que fais-tu ces jours-ci? Toujours en train de faire ce petit truc. Elle a incliné la tête comme si elle parlait à un enfant. Avant que je puisse répondre, Ryan est intervenu, elle travaillait comme réceptionniste quelque part, non? Il n'a pas pris la peine de cacher le sourire narquois. Après avoir quitté l'entreprise. Papa a gloussé. Elle n'a pas été virée, chérie, a-t-il dit à Chloé. Elle n'était juste pas faite pour le management. Nous avons tous nos forces, a ajouté maman doucement. Nous voulions juste qu'elle trouve quelque chose de moins stressant, c'est tout. Les mots ont glissé autour de moi comme des chaînes familières. Poli, humiliant. J'ai gardé mon sourire en place bien qu'il semblait être en verre. Je me débrouille bien, ai-je dit doucement. Papa a haussé les sourcils. Se débrouiller, c'est comme ça qu'on appelle ça. Il a ri à nouveau, attrapant son verre. Eh bien, au moins quelqu'un paie ton loyer, espérons-le. Mes doigts se sont resserrés autour de ma serviette, mais je suis restée silencieuse. J'avais appris le pouvoir du silence. Laissons-les parler, laissons-les croire ce dont ils avaient besoin. Madame Lopez, notre gouvernante de longue date, est apparue de la cuisine portant un plateau de canard rôti et de légumes divers. Elle m'a donné un petit sourire complice, le genre qui disait qu'elle voyait plus qu'elle ne le laissait paraître. Joyeux Noël, mademoiselle Émilie, a-t-elle chuchoté en passant. J'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu crépitant à proximité. Alors que les assiettes étaient servies, Chloé s'est penchée en avant, sa voix mielleuse. Tu aurais dû voir la liste des invités au dîner de Thanksgiving de l'entreprise de Ryan. Le maire, la femme d'un sénateur, des gens qui ont vraiment réussi. Tout le monde n'est pas dans la politique, Chloé, ai-je dit, toujours souriante. Bien sûr, a-t-elle répondu. Certaines personnes n'ont juste pas les relations. Ryan a ri à nouveau, assez fort pour s'assurer que papa entende.
Maman a siroté son VIN. C'est bon, chérie. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir du succès. Certaines personnes apportent d'autres types de valeurs à la famille. Cela a piqué plus que tout le reste. D'autres types de valeurs, c'était sa façon de dire aucun du tout. J'ai regardé la neige à travers la fenêtre, mon reflet faible contre le verre. Autrefois, je rêvais de faire partie de cette famille avec fierté, mais des années de sourires froids et de remarques cinglantes m'avaient transformé en la fille silencieuse d'eux qui personne n'attendait rien. Peut-être que c'était mon plus grand avantage maintenant. Il ne me verrait jamais venir. Papa a levé son verre à nouveau. Un toast à la famille. Même ceux qui ne peuvent pas gérer les vraies affaires. Le rire qui a suivi a rempli la pièce comme de la friture. Mon cœur s'est serré mais mon expression est restée immobile. J'ai croisé son regard et levé mon propre verre. Aux leçons apprises, ai-je dit, mon ton calme, égal. Certains d'entre nous prennent un peu plus de temps, mais nous rattrapons le retard finalement. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde, puis il a aboyé un autre rire. Assure-toi juste que ces leçons paient les factures, chérie. Maman a tamponné son rouge à lèvres et a murmuré, Richard, vraiment, mais elle souriait aussi. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est parfaitement immobilisé. L'ancienne moi se serait effondrée, aurait argumenté, supplié pour le respect. Mais je n'étais plus cette fille. J'ai attrapé mon téléphone à côté de l'assiette, faisant semblant de vérifier l'heure. L'écran s'est allumé avec une seule notification en haut. Aldrich Private Wealth, Mademoiselle Grant, votre transfert de 30 milliards de dollars a été finalisé. Félicitations pour votre nouveau statut de compte. J'ai cligné des yeux une fois, puis verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans ma pochette. Mon pouce est stabilisé. Pas encore. Madame Lopez a surpris le mouvement fugace. Nos yeux se sont rencontrés. J'ai vu sa confusion, puis une compréhension naissante. J'ai placé un doigt contre mes lèvres. Elle a hoché la tête presque imperceptiblement et s'est retournée vers la cuisine. La conversation à la table a continué, vide et prévisible. Ryan parlant d'action, papa analysant le marché, Chloé citant des noms de la liste Forbes qu'elle jurait que Ryan ferait un jour. Tu sais, a dit papa, tout est une question de contrôle. Les gens qui perdent le contrôle perdent tout. Il m'a jeté un coup d'œil comme pour me rappeler mon passé. C'est ce qui s'est passé quand tu es partie, Émilie. Tu as perdu ta prise. J'ai souri faiblement. Ou peut-être ai-je juste appris une autre façon de la tenir. Il a froncé les sourcils, incertain si je l'avais dit comme un compliment ou un défi. Maman s'est levée pour remplir son verre. Quoi qu'il en soit, gardons l'ambiance festive, a-t-elle dit rapidement. C'est Noël, pas une réunion du conseil d'administration. Bien sûr, ai-je murmuré, regardant toujours la neige dehors. L'horloge grand-père a sonné 9 heures, son carillon profond résonnant dans le hall. Le feu a éclaté, dispersant de minuscules étincelles. Quelque part à l'étage, le vieux piano a commencé à jouer un doux chant de Noël. Madame Lopez s'en occupe, j'en étais sûr. Pendant un moment, le rire s'est estompé et tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac de l'horloge et ma propre respiration. J'ai pensé aux années passées à reconstruire ma vie, travaillant 16 heures par jour, investissant tranquillement pendant que le monde m'ignorait. J'ai pensé à chaque insulte, chaque dîner comme celui-ci, chaque fois qu'ils avaient regardé droit à travers moi. Et puis j'ai pensé aux messages brillants sur mon téléphone. Ils pensaient que j'étais revenu fauché et désespéré. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que la femme dont ils se moquaient pendant le dîner possédait plus d'action que tous réunis. J'ai posé mon verre, laissant le cristal cliquer doucement contre la table. Le son était presque perdu sous la musique, mais il a fait lever les yeux à papa pendant une seconde. Nos yeux se sont verrouillés, les siens pleins de fierté et de contrôle, les miens calmes et illisibles. J'ai souri. Joyeux Noël, papa. Il a hoché la tête, dédaigneux, se tournant déjà vers ses invités. Mais cela ne me dérangeait pas. Ce soir n'était que le début. Dehors, la neige tombait plus épaisse, couvrant le monde gelé de blanc. À l'intérieur, les bougies vacillaient sur des visages trop sûrs de leur pouvoir pour voir ce qui arrivait. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, mon expression sereine alors que le dernier carillon de l'horloge s'estompait dans le silence. Ils pensaient que j'étais leur échec, mais ce Noël, j'étais leur leçon. 5 ans plus tôt,
la salle de conférence chez Grant Holdings ressemblait plus à une salle d'audience qu'à un lieu de travail. Les murs étaient en verre, l'air mince et froid. J'avais passé 3 ans à gravir les échelons de réceptionniste à chef de projet, rêvant d'un jour prouver à mon père que je pouvais gérer plus que son nom de famille. Au lieu de cela, je me tenais là, les paumes moites, alors qu'il feuilletait une pile de papiers qui mettrait fin à ma carrière avant qu'elle ne commence vraiment. Ce rapport est embarrassant, a dit papa platement, sans me regarder. Au-dessus du budget, en retard, exécution bâclée. J'ai avalé difficilement. L'équipe a eu des problèmes avec le fournisseur. J'ai soumis une proposition pour. Il a levé la main. Les excuses n'équilibrent pas les chiffres, Émilie. Nos clients se fichent des raisons. Ils se soucient des résultats. Autour de la longue table étaient assis 6 hommes en costume, tous plus âgés, tous silencieux. Ryan, mon frère, occupait un siège à l'autre bout, sa cravate impeccable, son expression illisible. Il avait rejoint l'entreprise 1 an avant moi, grimpant déjà plus vite grâce au mentorat de papa. J'ai cherché sur son visage tout signe de soutien. Il n'y en avait aucun. Papa a jeté le rapport sur la table. Pendant un moment, j'ai cru l'avoir mal entendu. « Tu me vires ?» Il s'est penché en arrière, les bras croisés. « Tu me remercieras un jour. » L'échec forge le caractère. En supposant que tu puisses te permettre de continuer à apprendre. Un murmure de rire a dérivé de quelqu'un près de la fenêtre. J'ai senti mon visage chauffer. « Papa, ai-je dit doucement. J'ai travaillé pour ça. Tu m'as dit que si je faisais mes preuves. Je t'ai dit de le mériter, a-t-il claqué. Et tu ne l'as pas fait. Maman avait toujours dit que la pire habitude de mon père était de confondre le contrôle avec l'amour. Je l'ai vu clairement ce jour-là. Il n'était pas en colère à propos du projet. Il était furieux que j'ai essayé de diriger selon mes propres termes. La réunion s'est terminée sans cérémonie. Papier remué, chaises raclées, et un par un, ils sont sortis. Ryan s'est attardé. Ce n'est pas personnel, a-t-il dit doucement, bien que ses yeux brillaient de triomphe. Papa attend juste la perfection. Perfection ou obéissance, ai-je demandé. Il a souri. Même chose ici. Au moment où j'ai atteint l'ascenseur, je tremblais. Toute ma vie avait tourné autour de ce bâtiment. Nuit tardive, double quart, tentative sans fin de prouver que j'avais ma place. Alors que les portes se fermaient, j'ai attrapé mon reflet dans le mur en miroir. Fatigué, petite, humiliée. Je me suis promis que je ne les laisserais jamais me voir mendier. J'ai emballé mon bureau en silence. La réceptionniste, ma remplaçante, a offert un sourire maladroit. Monsieur Grant a dit de vous souhaiter bonne chance. Chance. La monnaie des gens sans pouvoir. Dehors, la neige tombait, tout comme ce soir. 5 ans plus tard. J'ai marché 3 pâtés de maison avant que mes jambes ne lâchent. Je me suis assise sur un banc près de la place, le vent de décembre coupant à travers mon manteau. Les lumières de la ville floutées par des larmes que je n'avais pas l'intention de verser. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Émilie, sa voix était coupée, répétée. Tu vas rentrer à la maison, je suppose? Je trouverai mon propre endroit. Ne sois pas ridicule. Les gens vont parler. Vont dire que tu prends du temps libre. Je n'ai pas honte, ai-je dit. Eh bien, nous si, a-t-elle répondu avant de raccrocher. Cette nuit-là, j'ai loué un studio de la taille de mon ancien dressing. Le plafond fuyait, le radiateur cliquetait, mais c'était le mien. J'ai passé Noël seul, mangeant des nouilles à emporter dans le studio froid qui semblait à des kilomètres de la chaleur du feu d'Aspen. La photo de la famille Grant est apparue dans le journal économique local. Papa, maman, Ryan et sa petite amie souriant devant l'arbre de l'entreprise. La légende disait, la famille derrière la société d'investissement la plus fiable du Colorado. Mon nom n'était pas mentionné. Les mois suivants ont été une survie au ralenti. J'ai envoyé des CV, passé des entretiens qui n'ont mené nulle part. Chaque email de rejet se terminait de la même manière, nous poursuivons des candidats avec des références plus solides. Plus solides signifiant approuvé par mon père. Mes économies ont diminué. J'ai travaillé dans des emplois temporaires, répondant au téléphone, gérant des emplois du temps, tout ce qui payait le loyer.
Les gens m'appelaient la fille fauchée de l'Empire Grant. C'est resté. Le point le plus bas est arrivé une nuit enneigée de février. Je me tenais devant la tour de verre de Grant Holdings, regardant les lumières brûler encore au dernier étage. Le bureau de Ryan, probablement. Je me demandais s'il pensait jamais à moi, ou si j'avais déjà été effacé. Mon reflet me regardait. Cheveux frisés, manteau usé, visage pâle sous le lampadaire. Pour la première fois, je ne me reconnaissais pas. Puis est venu le coup du sort déguisé en désastre. L'un de mes emplois intérimaires m'a placé comme réceptionniste dans une petite société financière, Whitman et Pierce. Il gérait des clients dont les grandes se seraient moquées. Start-up technologiques, inventeurs indépendants, investisseurs crypto avant que la crypto ne signifie quoi que ce soit. J'étais assise à la réception, répondant au téléphone, prenant des notes, apprenant tout ce que je pouvais. Les chiffres avaient toujours eu du sens pour moi, même quand les gens n'en avaient pas. Un après-midi, j'ai surpris une réunion entre les associés et un jeune entrepreneur de San Francisco. Ils l'ont renvoyé rapidement, disant que son concept de finance numérique était trop risqué. Après son départ, je l'ai trouvé en bas au café, faisant les 100 pas, furieux. Désolé, ai-je dit. J'ai entendu ce qui s'est passé. Alex m'a regardé, surpris. Ils ne comprennent pas. Tout le système financier change et ils sont aveugles. J'ai hésité. Raconte-moi. Nous avons parlé pendant 1 heure. Puis une autre. À la tombée de la nuit, il a proposé de me montrer son prototype. Une application conçue pour décentraliser les pools d'investissement mondiaux. Je ne comprenais pas tout le code, mais je comprenais le potentiel. Il avait besoin d'organisation. J'avais besoin d'un but. Nous sommes devenus partenaires la semaine suivante. Il a nommé notre entreprise Morningstar Capital. Les 2 années suivantes ont été chaotiques. Dormant 4 heures par nuit, codant dans des cafés, présentant à des investisseurs qui riaient à l'idée d'une jeune femme gérant des milliards. Mais j'avais appris des grandes. Les gens sous-estiment ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Chaque nom devenait du carburant. Chaque échec, des données. Lentement, les chiffres ont tourné. Un investisseur a mené à 5. 5 ont mené à 50. À la 3e année, nos actifs dépassaient 2 milliards. À la 5e, 30. J'ai lu sur le déclin de l'entreprise de mon père dans la newsletter Forbes l'automne dernier. Mauvais investissement, rendement en baisse, conflits internes. Ryan avait pris la relève en tant que PDG par intérim, mais l'action s'effondrait. Grant Holdings en baisse de 40% ce trimestre. J'ai failli avoir pitié de lui. Failli. C'est alors qu'Aldrich Private Wealth a pris contact. Mademoiselle Grant, votre portefeuille est qualifié pour la gestion de clients d'élite. Nous vous assignerons un banquier dédié. L'ironie était parfaite. La fille dont il s'était moqué comme étant fauchée était devenue l'une de leurs meilleures clientes. J'ai fixé mon reflet dans le miroir ce jour-là. Plus petite, plus désespérée. Les mêmes yeux, mais plus perçants maintenant. Le même nom, mais un nouvel héritage. Et pourtant, quand l'invitation de Noël est arrivée cette année, écrite à la main dans l'écriture bouclée de maman, quelque chose en moi a hésité. Dîner de réveillon de Noël en famille. Domaine d'Aspen. Nous aimerions que tu te joignes à nous. Il y a 5 ans, j'avais quitté cette maison en disgrâce. Cette année, je reviendrai en portant le même sourire tranquille. Pas pour le pardon. Pas pour la clôture. Pour la reconnaissance. Ils avaient acheté mon silence. Maintenant, j'allais acheter leur attention. Alors que je pliais l'invitation et la glissais dans mon sac à main, j'ai senti le plus faible tremblement d'anticipation. Le temps du silence touchait à sa fin. Il m'avait traité de fauché. Bientôt, il m'appellerait tout autre chose. L'enveloppe avait été de couleur crème, épaisse comme de l'argent, scellée avec le blason de la famille Grande précédant de la cire dorée. Je l'ai trouvée dans ma boîte aux lettres par un froid matin de novembre, assise proprement parmi les factures et les offres d'abonnement. Pendant un long moment, je l'ai juste fixée. L'écriture élégante de ma mère bouclant sur le devant comme si elle appartenait à un autre siècle. Mademoiselle Emily Grant. Pas de « chérie », pas de chaleur. Juste une convocation. À l'intérieur se trouvait une seule carte, écrite à la main, formelle et parfaitement formulée.
Dîner de réveillon de Noël en famille. Domaine d'Aspen. Nous aimerions que tu te joignes à nous. Papa et moi sommes impatients de te voir. Ryan et Chloé seront également là. RSVP apprécié. Les mots semblaient répétés, aseptisés. Même le papier sentait le contrôle. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine, le café refroidissant, et j'ai ri. Pendant 5 ans, rien. Pas d'appel, pas de message, pas d'anniversaire. Pas même un mot quand Forbes avait publié un article sur Morningstar Capital, l'appelant l'avenir de la finance décentralisée. Il n'avait pas pris contact quand mon entreprise a atteint 1 milliard d'actifs gérés. Mais maintenant, soudainement, j'étais ardemment invité. Pendant une semaine, je n'ai pas répondu. La carte est restée sur mon bureau, enterrée sous des contrats et des rapports. Chaque fois que je la voyais, une traction étrange se resserrait dans ma poitrine. Moitié colère, moitié curiosité. Madame Lopez m'a appelé un soir pour prendre des nouvelles, sa voix chaude et prudente. « Ta mère parle de Noël », a-t-elle dit. Ils organisent quelque chose de grand cette année. Sponsors, investisseurs, même un sénateur. J'ai entendu. Bien sûr qu'ils le font, ai-je marmonné. Tu devrais venir, mademoiselle Émilie, a-t-elle dit doucement. Pas pour eux. Pour toi-même. Cette pensée a persisté. Peut-être qu'elle avait raison. Je n'avais pas besoin de leur approbation, mais peut-être avais-je besoin d'affronter ce qu'il restait d'eux. Pour voir l'Empire qui avait un jour décidé que je n'étais pas assez bien. 2 jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à ma mère, une réponse brève. Je serai là. La réponse est venue instantanément. Merveilleux, chérie. Le code vestimentaire est formel. Formel. Ce seul mot portait chaque once de son obsession pour les apparences. J'ai failli supprimer le message, mais au lieu de cela, je l'ai laissé. Parfois, il est utile de savoir que votre adversaire joue toujours selon les mêmes règles. Dans les semaines suivantes, je me suis enterré dans le travail. Morningstar Capital s'étendait en Asie. Les négociations étaient délicates. Mon équipe m'appelait PDG avec révérence, mais je me souvenais encore d'être la réceptionniste fauchée. Chaque victoire ressemblait à une vengeance tranquille. Quand Forbes a repris contact, cette fois pour demander de me présenter dans leur numéro des milliardaires de moins de 40 ans, j'ai failli dire non. Failli. Puis j'ai pensé à mon père polissant son verre de whisky tout en disant « Elle joue à l'entrepreneur ». Nous avons tous besoin de passe-temps. Le photographe est venu à mon bureau de Manhattan pour la séance. « Pouvez-vous me donner quelque chose de confiant mais pas froid ?» a-t-il demandé. Je lui ai lancé un regard qui pourrait faire fondre l'acier. Plus tard, alors que je passais en revue les preuves, j'ai pensé à envoyer une copie à mes parents, juste pour les regarder s'étouffer avec leurs propres mots. Mais non. Mieux vaut les laisser le découvrir eux-mêmes. À la mi-décembre, mon banquier d'Aldric a appelé pour confirmer les transferts de fin d'année. Le chiffre final, celui que mon père avait l'habitude de lancer comme une prophétie, était maintenant tranquillement installé dans mon portefeuille. L'ironie avait un goût délicieux. La nuit avant mon vol pour Aspen, je me tenais près de la fenêtre de mon Pantouse surplombant la ville. La neige dérivait en spirale paresseuse, étouffant les bruits de la circulation. Pendant un moment, je me suis demandé ce que cela ferait de rentrer à nouveau dans cette maison. L'odeur de pain et de parfum cher. Le poids du jugement dans chaque regard. J'ai chuchoté à mon reflet, nous sommes revenus. Pas pour eux, mais pour la leçon qu'ils ont refusé d'apprendre. La voiture privée est arrivée à l'aube, envoyée PAR ma famille, bien sûr. Le chauffeur m'a tendu un itinéraire tapé sur papier à en-tête. Le dîner commence promptement à 19h. Les invités incluent la famille Bennett, des partenaires de Grant Holdings et plusieurs VIP. Alors c'était ça. Ils ne m'invitaient pas à la maison par affection. J'étais exhibé, soit comme un acte de pitié, soit comme un accessoire dans leur théâtre social. Quoi qu'il en soit, je pouvais jouer mon rôle. Le vol vers le Colorado a été calme. J'ai travaillé sur des emails jusqu'à ce que l'avion descende au-dessus des pics couverts de neige. Aspen ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Scintillant. Parfait. Intouchable. Quand la voiture a tourné sur la longue allée bordée d'arbres menant au domaine Grant, j'ai senti un calme étrange s'installer sur moi. La maison est apparue, massive et brillante,
les fenêtres brillant comme des yeux dorés. Les portes se sont ouvertes automatiquement, comme si même le système de sécurité reconnaissait encore mon nom. Madame Lopez m'a accueilli à la porte, ses cheveux striés de plus de gris mais son sourire inchangé. Mademoiselle Émilie, a-t-elle chuchoté, les larmes aux yeux. Tu es venue. Je t'ai dit que je viendrais, ai-je dit en la serrant fort. Tu as l'air différente. Plus âgée, j'ai plaisanté. Plus forte, a-t-elle corrigé. À l'intérieur, les décorations étaient à couper le souffle, bien sûr. Guirlande de roses blanches, ornements en cristal, un sapin de Noël plus grand que le lustre. Tout scintillait, de l'argenterie aux bijoux des invités. Je pouvais entendre des rires débordés du hall principal, la voix de mon père retentissant au-dessus de la musique. Madame Lopez m'a conduite vers le grand escalier. Ils attendent dans la salle à manger, a-t-elle dit doucement. Sois gentille, mais pas trop gentille. J'ai souri. Tu me connais trop bien. Je me suis arrêté en haut des escaliers. En bas, je les ai vus. Le tableau familial. Papa en tête de table. Maman ajustant son collier de diamants. Ryan chuchotant à Chloé. Ils avaient l'air parfaits. Ils l'avaient toujours. Mais la perfection se fissure facilement. Pendant un battement de cœur, j'ai envisagé de faire demi-tour. Puis j'ai entendu la voix de mon père porter à travers la pièce. Eh bien, si elle se montre même, au moins nous aurons un peu de divertissement. Des rires ont suivi, tranchant comme du verre. J'ai expiré lentement, mes talons claquant contre le sol poli alors que je descendais. Les conversations ont vacillé. Les visages se sont tournés. Ma mère s'est levée la première, la surprise vacillant avant qu'elle ne compose son sourire. Émilie, chérie, tu as réussi. P. Papa s'est penché en arrière dans sa chaise, les yeux me scannant de la tête aux pieds. Tu as l'air en bonne santé, a-t-il dit. Ce qui, en langage grand, signifiait, tu as pris du poids. Merci, papa. Toi aussi. C'était la manière grande. Insulte enveloppée dans un compliment. Impossible à aborder pleinement. Ryan a souri. Tu es à l'heure. C'est nouveau. La circulation était légère, ai-je dit doucement, prenant mon siège en face de lui. Et je ne voulais pas manquer le spectacle. La tension s'est mise en place. Invisible mais électrique. Mon père s'est raclé la gorge. Eh bien, commençons. Nous avons une sacrée liste d'invités ce soir. Certains de nos investisseurs, quelques vieux amis. Essaie de ne pas t'embarrasser, Émilie. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. Alors que le premier plat arrivait, j'ai surpris Madame Lopez regardant depuis l'embrasure de la porte. Elle m'a fait le plus petit signe de tête. Un qui disait, tu as le dessus maintenant. Ne l'oublie pas, la soirée ne faisait que commencer, mais la scène était déjà prête. La même table où ils avaient un jour décidé que je n'étais pas assez bien attendait d'accueillir ma vengeance tranquille. Et alors que la neige tombait plus fort dehors, j'ai réalisé que Noël était le décor parfait pour ça. Parce que rien ne brille plus fort que l'hypocrisie à la lumière des bougies. La salle à manger sentait le pain, le canard rôti et le vin cher. Ma mère s'était surpassée. Tout scintillait comme si la soirée était une séance photo pour Forbes Maison et Famille. Des bougies argentées bordaient le centre de la table, vacillant à travers des ornements en verre et des flûtes en cristal remplies de champagne. Chaque détail hurlait la perfection. Et pourtant, sous les paillettes, je pouvais le sentir. Le bourdonnement silencieux de l'attention. La hiérarchie tacite qui avait régi cette famille aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Papa s'est levé en tête de table, vers levé. À la famille, a-t-il déclaré, son ton commandant plus que célébrant. À l'héritage que nous avons construit, et à l'avenir que nous protégeons. À la famille. Les autres ont fait l'écho, trinquant leur verre. J'ai levé le mien aussi, bien que le mot semblait creux dans ma bouche. Le dîner a commencé comme une pièce au ralenti. Chaque personne jouant son rôle. Maman, l'hôtesse gracieuse. Ryan, l'héritier doré. Chloé, la fiancée parfaite avec un diamant si gros qu'il captait la lumière des bougies comme un petit soleil. Et moi, le mouton noir, assise à l'autre bout, exactement là où il me voulait. Madame Lopez se déplaçait silencieusement parmi les invités, remplissant les verres.
Elle s'est arrêtée derrière moi un moment, sa main effleurant mon épaule. Une réassurance silencieuse. Je lui ai donné le plus petit sourire avant de me retourner vers la table où Chloé tenait la cour. Et bien sûr, la fête de fiançailles était juste magique, disait-elle. Nous l'avons eue au Four Seasons, vous savez. La femme du gouverneur est passée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu un événement aussi de bon goût. Maman s'est penchée en avant avec approbation. Tu as vraiment l'œil pour ces choses, Chloé. Papa a hoché la tête. C'est le genre d'initiative que j'aime voir. Pratique. Classe. Ryan a souri narquoisement. Contrairement à l'idée d'entrepreneuriat de certaines personnes. Ma fourchette s'est figée en l'air. Certaines personnes, ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. Tu sais ce que je veux dire. Tu cours toujours après ces projets secondaires. Art, nourriture, technologie, quelle que soit la phase dans laquelle tu étais cette année-là. Chloé a ri doucement. Je pense que c'est mignon. Tout le monde a besoin d'un passe-temps. Le rire de papa a rejoint le sien. La table est devenue silencieuse un moment. Le quatuor à cordes jouant doucement dans le coin semblait combler le vide entre ses mots et mes pensées. J'ai posé ma fourchette, essuyant mes lèvres avec ma serviette. La tradition a de la valeur, ai-je dit calmement. Mais c'est aussi comme ça que les gens restent coincés à répéter des erreurs. Parfois, la structure signifie juste une prison plus jolie. Papa a haussé un sourcil. Toujours en train de citer de la poésie au lieu de rapport d'affaires, je vois. Ryan a gloussé. Elle fait ça quand elle est nerveuse. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon VIN, laissant le liquide rubis tourbillonner. Alors Ryan, ai-je dit légèrement. Comment vont les affaires de la famille? J'ai lu que l'action de Grant Holdings a encore baissé ce trimestre. Le sourire est tombé de son visage. Temporaire, a-t-il dit rapidement. Fluctuation du marché. Nous restructurons. Papa a ajouté sèchement, les médias exagèrent. Nous allons bien. Bien sûr, ai-je dit, feignant l'inquiétude. J'espère juste que vous n'avez pas pris trop de risques avec les produits dérivés cette fois. Cela peut être imprévisible. Le regard qu'il m'a donné aurait pu geler la pièce. Tu ne comprendrais pas, a-t-il dit sèchement. Laisse les chiffres aux gens qui gèrent réellement de vrais portefeuilles. J'ai souri. Tu serais surpris de ce que je gère. Maman est intervenue avant qu'il ne puisse répondre, sa voix douce mais ferme. Ne transformons pas le dîner en réunion de conseil d'administration. Ryan, parle-nous de tes projets de lune de miel. Il s'est lancé dans une description de villa privée aux Maldives, un yacht, un partenariat de champagne personnalisé avec une marque qu'il ne pouvait même pas prononcer. Chloé a gloussé, intervenant avec des détails. J'ai écouté, moitié amusé, moitié détaché. La conversation sur l'argent était censée m'intimider. Pour me rappeler où je me classais. Mais s'ils avaient une idée de qui signait les rapports d'investissement trimestriels pour la moitié des marques dont ils se vantaient, leur rire serait mort au milieu de la phrase. Le dessert est arrivé. Un soufflé au chocolat saupoudré de feuilles d'or. Maman a insisté sur le fait qu'il avait été transporté par avion de New York ce matin-là. Rien que le meilleur, a-t-elle dit fièrement. J'ai jeté un coup d'œil vers Madame Lopez qui a croisé mon regard à nouveau, retenant clairement un sourire. Chloé s'est penchée en avant. Alors Émilie, a-t-elle commencé, inclinant la tête. Que fais-tu maintenant? Toujours en freelance? J'ai tamponné mes lèvres avec ma serviette. Quelque chose comme ça. Ryan a ri. Elle gère probablement une boutique Etsy pour des bougies de vacances. Papa s'est joint à lui. Au moins les bougies ne peuvent pas mettre une entreprise en faillite. J'ai posé mon verre. Pas encore, ai-je dit doucement. Mais donnez-moi du temps. Ils ont pensé que c'était une blague. Ils ont ri plus fort. De l'autre côté de la table, j'ai remarqué un invité que je n'avais pas prévu. Un homme en costume bleu marine avec un sourire poli et la posture de quelqu'un habitué aux hautes sphères. Mon père l'a présenté avec désinvolture entre les plats. Voici Charles Desnains. Notre nouveau consultant en investissement. Il nous aide avec les participations internationales. Charles a hoché la tête. Plaisir de vous rencontrer tous. Nos yeux se sont rencontrés brièvement.
Il y avait de la reconnaissance là. Il savait qui j'étais. Plus important encore, il savait ce que j'étais. La gestionnaire de compte senior d'Aldrich Private Wealth. Ma banquière. Il n'en a donné aucun signe, bien sûr. Mais alors qu'il ajustait sa serviette, il a donné un signe de tête presque imperceptible. Une compréhension silencieuse. J'ai détourné le regard, cachant un sourire. La voix de papa m'a ramené. Alors Émilie, dis-nous. As-tu l'intention de devenir sérieuse? De te poser? Sérieuse à propos de quoi? De la vie, a-t-il dit, gesticulant vaguement. Un travail, un homme, la stabilité. Tu as 31 ans maintenant, n'est-ce pas? C'est un âge dangereux pour encore essayer de comprendre les choses. Dangereux, ai-je répété, le mot roulant sur ma langue. Choix intéressant. Maman a émis un rire nerveux. Il veut juste dire que tu mérites du confort, chérie. Oh, je suis confortable, ai-je dit. Chloé a haussé un sourcil. À New York? Sur un salaire de réceptionniste? Ryan a reniflé dans son verre. J'ai regardé directement Chloé. Tu serais étonné de ce que je peux me permettre ces jours-ci. Le silence qui a suivi était tranchant et soudain. Papa l'a rompu avec un autre rire, bien qu'il semblait forcé. Toujours la rêveuse. J'ai laissé la conversation dériver à nouveau, prétendant être distraite par la neige dehors. Chaque mot qu'il disait alimentait la même illusion. Que j'étais toujours l'échec qu'ils avaient décidé que j'étais. Et cette illusion était ma plus grande arme. Quand le dîner s'est terminé, maman s'est levée, applaudissant doucement. Un toast, a-t-elle annoncé. Au succès familial. Passé, présent et futur. Les verres se sont levés à nouveau. J'ai levé le mien en dernier, laissant mon regard passer lentement de papa à Ryan à Chloé. Au succès futur, ai-je dit. Et aux surprises en cours de route. Il a froncé les sourcils brusquement, cherchant mes yeux pour la blague. Ne sois pas ridicule, Émilie. Tu n'as jamais pu finir quoi que ce soit que tu as commencé. Madame Lopez est apparue à côté de moi, murmurant discrètement. Mademoiselle Émilie. Une question concernant votre arrangement nécessite votre attention. Dans le bureau. Maintenant. Charles dit de prendre l'appel. J'ai posé mon verre, sentant l'ondulation d'anticipation monter en moi. Excusez-moi, ai-je dit, repoussant ma chaise. Il semble que les affaires ne prennent pas de vacances. Et alors que je marchais vers le bureau, chaque pas résonnait avec la promesse de ce qui allait suivre. Le bureau sentait le cuir, le chêne et la vieille ambition. Les trophées de mon père bordaient les étagères. Récompenses encadrées, certificats d'action, photos de famille qui ne m'incluaient pas. J'ai fermé la porte derrière moi, le rire étouffé de la salle à manger s'estompant dans le silence. La lampe sur le bureau projetait une mare de lumière ambrée sur la surface polie où j'avais l'habitude de me faufiler enfant pour lire des magazines d'affaires que je n'étais pas censé toucher. Le téléphone sur le bureau en acajou clignotait avec une seule ligne. Appel entrant. Aldrich Private Wealth. Je l'ai décroché. Ici Emily Grant. Bonsoir, mademoiselle Grant, a dit la voix à l'autre bout. Stable, précise, indéniablement professionnelle. C'est Andrew Collins d'Aldrich. J'espère que je n'interromps pas vos vacances. Pas du tout, ai-je dit, jetant un coup d'œil à la porte. Quelle est la mise à jour? Il a hésité juste assez longtemps pour que je sache qu'il comprenait où j'étais. Vos nouveaux comptes ont été finalisés, a-t-il dit prudemment. Actifs totaux maintenant vérifiés à 30 milliards de dollars. Nous avons transféré vos avoirs sous le fonds Morningstar Global comme demandé. J'ai souri, du genre que personne d'autre ne pouvait voir. Timing parfait. Andrew a fait une pause à nouveau, comme s'il débattait s'il devait continuer. Aussi, j'ai été informé que Charles Desnains, notre consultant senior, assiste à votre dîner de famille ce soir. Dois-je supposer que c'était intentionnel? Mes yeux ont filé vers le couloir où je pouvais entendre de faibles cliquetis et rires. Disons juste que l'univers a le sens de l'humour. Il a émis un petit rire. Compris. Il maintiendra la discrétion. Je n'en doute pas. Nous avons échangé quelques dernières formalités avant que je ne mette fin à l'appel. Au moment où la ligne est devenue morte, j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir.
30 milliards. Le chiffre flottait dans l'air comme une tempête silencieuse. J'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur la cour enneigée. Les pins scintillaient sous des cordes de lumière blanche. Quelque part là dehors, la nuit bourdonnait de paix, mais en moi, tout semblait tranchant et électrique. La porte a grincé en s'ouvrant. Madame Lopez est entrée, la fermant doucement derrière elle. « Était-ce vraiment votre banquier ?» a-t-elle chuchoté. « Oui. » Ses yeux se sont écarquillés. « Et c'est vrai ? Vous n'êtes pas pauvre ? » « Je ne suis pas pauvre, » ai-je dit doucement. Elle a souri, les larmes menaçant au coin de ses yeux. « J'ai toujours su que vous vous élèveriez, mademoiselle Émilie. Vous n'avez jamais été comme eux. »« Ne pleure pas, Maria, » ai-je dit, l'appelant par son prénom pour la première fois depuis des années. « Tu vas ruiner ton mascara. » Elle a gloussé en essuyant ses yeux. « Votre père m'a demandé de venir vous chercher. Le dessert est servi. » J'ai hoché la tête. « Dis-lui que j'arrive tout de suite. » Quand elle est partie, je me suis retourné vers le miroir au-dessus du bureau. Mon reflet me regardait. Calme, délibéré, totalement en contrôle. Pendant des années, j'avais imaginé ce que ce moment ferait ressentir. Ce n'était plus de la rage. Ce n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus calme, de plus froid. La justice avec des gants de soie. J'ai repris mes téléphones et ouvert l'application Aldric. Le solde brillait sur l'écran. Preuve. J'ai tracé le chiffre avec mon pouce, puis verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans ma pochette. Le poids du moment semblait immense, mais je le portais légèrement. J'ai marché vers la porte. Le couloir résonnait sous mes talons. Un rythme que je contrôlais maintenant. Quand je suis rentré dans la salle à manger, les conversations ont vacillé pendant une fraction de seconde. Mon père a levé les yeux de sa chaise, verre à la main. « Tout est réglé ?» a-t-il demandé. « Tout est réglé », ai-je dit en reprenant mon siège. Ryan s'est penché en avant, souriant narquoisement. « Alors, qui appelait la veille de Noël ? Ton propriétaire ? Quelque chose de mieux, ai-je dit légèrement. Une question de liquidité. Chloé a gloussé, reposant sa main sur le bras de Ryan. Oh, laisse-la tranquille. C'était peut-être son petit ami. Probablement un serveur dans un de ces petits cafés de la ville. Je lui ai souri doucement. En fait, c'était mon banquier. Son rire a vacillé. Ton banquier ? Même homme. J'ai pris une gorgée de VIN. Il voulait confirmer un transfert. Ménage de fin d'année. Papa a gloussé. Ménage. C'est un mot pour ça. Tu veux dire la protection contre les découverts, non ? Ryan s'est joint à lui. Tu dois être leur plus petit compte. J'ai posé mon verre, le pied faisant le plus faible clic contre la table. En fait, ai-je dit, jetant un coup d'œil vers Charles Desnains, je crois que l'un des consultants seniors d'Aldric ici ce soir peut confirmer le contraire. Charles s'est figé au milieu d'une gorgée. Lentement, chaque tête à la table s'est tournée vers lui. Il s'est raclé la gorge, les yeux dartant entre mon père et moi. Eh bien, oui, je travaille avec Aldric. Papa a froncé les sourcils. Vous êtes son banquier ? Charles a souri nerveusement. Je ne peux pas discuter des affaires des clients, bien sûr. Confidentialité. L'expression de ma mère a changé. La confusion luttant avec la curiosité. Émilie, de quoi parles-tu ? Je me suis penché en arrière, laissant la pause s'étirer. Le silence devenant tendu comme un fil. Juste des affaires, ai-je dit. Apparemment, je suis l'un de leurs plus grands clients maintenant. Ryan a ri. Trop fort. Toi ? Un client chez Aldric ? S'il te plaît. Il gère des milliardaires. La pièce est devenue immobile. Je n'ai pas cligné des yeux. Je sais. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Puis mon père a aboyé un rire. Cassant et forcé. Très bien, assez de blagues. Tu as prouvé ton point. Mais je n'ai pas détourné le regard. Pas de blagues ce soir, papa. L'air a changé. Même la faible musique de fond a semblé s'estomper. La main de Chloé a glissé du bras de Ryan.
Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, un léger halètement s'échappant. La voix de papa s'est durcie. Qu'est-ce que tu dis? J'ai croisé mes mains sur la table. Calme. Délibéré. Je dis que quand j'ai quitté cette famille, tu m'as dit que je ne réussirais jamais sans ton nom. Tu m'as dit que je finirais fauché. Ce soir, mon banquier a appelé pour confirmer que mes comptes totalisent 30 milliards de dollars. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. Le silence qui a suivi était total. Le visage de papa est devenu pâle. La mâchoire de Ryan s'est relâchée. Le verre de vin de Chloé a penché dangereusement avant qu'elle ne le rattrape. La main de maman tremblait là où elle reposait sur la nappe. Charles a bougé inconfortablement. C'est vrai, a-t-il dit finalement. Mademoiselle Grant est l'un de nos plus grands clients mondialement. Il n'a pas regardé papa ou Ryan. Il a regardé seulement moi. Un salut professionnel silencieux. De l'autre côté de la table ruinée, le son du verre de Ryan glissant de sa main et se brisant sur le sol a coupé à travers l'immobilité. Le VIN s'est répandu sur le lin blanc comme du sang versé. Personne n'a parlé. Je me suis penché en arrière, mon sourire petit mais stable. Joyeux Noël, ai-je dit doucement. Papa s'est levé lentement, sa voix tremblant entre incrédulité et colère. Tu t'attends à ce que je croie ça? 30 milliards? De quelle poussière de fée? Du travail, ai-je dit. De la vision. De la même motivation que tu as dit que je n'avais pas, maman a chuchoté, Émilie. Mais le reste de sa phrase est mort dans sa gorge. Ryan a repoussé sa chaise. C'est ridicule. Tu inventes ça. Charles a redressé sa cravate, les yeux toujours baissés. Elle ne l'invente pas, le seul son restant dans la pièce était le doux crépitement de la cheminée. Je me suis levé, lissant le tissu de ma robe noire. Le dîner a été charmant, ai-je dit. Merci pour l'invitation. Papa a ouvert la bouche pour parler, mais je marchais déjà vers la porte. Chaque pas était mesuré, calme et final. Derrière moi, l'empire qui m'avait autrefois banni était assis figé sous le choc. Madame Lopez se tenait près du couloir, les yeux brillants. Mademoiselle Émilie, a-t-elle chuchoté alors que je passais? Je lui ai souri. C'est juste Émilie maintenant. Et avec ça, je les ai laissés étourdis, silencieux et fixant l'espace où l'échec dont ils s'étaient moqués avait l'habitude de s'asseoir. L'air à l'extérieur de la salle à manger semblait plus froid que la neige dérivant au-delà des fenêtres. J'ai marché le long du couloir en marbre vers le foyer, le son de mes talons résonnant sur les murs comme la ponctuation d'une phrase qu'aucun d'eux ne s'attendait à entendre. Ma main ne tremblait que légèrement alors que j'attrapais mon manteau sur le porte-manteau. Adrénaline, pas nerf. Derrière moi, des voix étouffées ont commencé à monter. Un flot confus de colère, d'incrédulité et de peur. Émilie. La voix de mon père a hurlé depuis la salle à manger. Je ne me suis pas arrêté. Ne t'éloigne pas de cette conversation. Je me suis tourné lentement, délibérément. Il se tenait encadré dans l'embrasure de la porte, visage rouge, sa fierté mise à nu. Le reste de la famille planait derrière lui. Ryan pâle et raide. Maman se tordant les mains. Chloé ayant l'air de vouloir disparaître dans ses paillettes. Je pense que la conversation est terminée, ai-je dit doucement. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu ne te montres pas ici après 5 ans pour nous humilier avec une histoire ridicule sur l'argent. 30 milliards? T'attends-tu à ce que je croie ça? Je ne t'ai pas demandé de le croire, ai-je répondu. J'ai simplement énoncé un fait. Ryan a foncé en avant. Tu mens. C'est impossible. Tu as probablement payé ce banquier pour le dire. Charles Desnains est apparu derrière eux, sa voix composée mais tendue. En fait, Monsieur Grant, je vous assure qu'elle ne ment pas. Aldrich ne falsifie pas les états financiers. Mademoiselle Grant est en effet l'un de nos clients de premier plan. Mon père a tourné sur lui. Et vous avez soulevé ça ce soir? À ma table? Le professionnalisme de Charles s'est fissuré pour la première fois. Monsieur, je n'avais aucune idée que c'était votre fille. J'ai été invité ici en tant que consultant. Je l'ai découvert il y a seulement quelques instants. Les mots semblaient flotter là. La vérité trop grande pour que la pièce la contienne. Maman a finalement parlé, sa voix mince et tremblante. Émilie. Pourquoi ne nous as-tu pas dit?
Tout ce temps. J'ai croisé son regard. Parce que je voulais voir comment vous me traiteriez si vous pensiez que j'étais toujours fauché. Un silence est tombé si lourd que je pouvais presque entendre les bougies vaciller derrière eux. Papa a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. Te souviens-tu de ce que tu as dit il y a 5 ans? Tu m'as renvoyé parce que tu pensais que l'échec était réservé seulement aux faibles. Tu voulais que je brise. Son visage s'est durci. C'était les affaires. Non, ai-je dit en m'approchant. C'était de la cruauté. Tu m'as humilié devant ton conseil d'administration parce que tu pensais que me briser te ferait sentir puissant. Tu ne voulais pas une fille. Tu voulais un autre reflet de toi-même. La voix de Ryan a craqué à travers le silence. Tu aurais pu nous dire. Tu aurais pu. Quoi, ai-je interrompu? Vous en donnez une part? Vous laissez gérer mon portefeuille comme vous avez mal géré le vôtre? Vous essayez toujours de sauver l'entreprise, n'est-ce pas? Vous êtes désespéré pour un investisseur. Son visage est devenu cramoisi. Comment as-tu? J'ai lu les rapports trimestriels, ai-je dit. Vos actions en chute libre. Votre conseil menaçant de vous retirer. Les mêmes personnes qui vous ont autrefois applaudi pour m'avoir viré planifient maintenant votre sortie. La respiration de papa s'est bloquée, la couleur quittant ses joues. Tu penses que tu peux juste entrer ici et... Je l'ai déjà fait. Je me suis tourné, prête à partir à nouveau. Mais ma mère a fait un pas en avant, sa voix tremblante. S'il te plaît, a-t-elle dit doucement. Ne pars pas comme ça. Elle a tendu la main, ses doigts tremblants essayant de saisir mon bras. Nous avions tort, a-t-elle chuchoté. Nous tous. Nous ne savions pas ce que tu faisais. Nous pensions. Sa voix s'est brisée. Nous pensions que tu avais échoué. J'ai expiré lentement. Vous ne vous souciez pas de si j'échouais. Vous vous souciez que je vous ai embarrassé. Les larmes ont rempli ses yeux, mais je ne les ai pas laissées m'émouvoir. Des années de silence ne pouvaient pas être effacées par une excuse enveloppée de peur. Chloé s'est raclé la gorge, sa voix tremblante. Émilie, tu dois admettre que c'est choquant. Personne ne devient juste milliardaire de nulle part. Les gens le font, ai-je dit, quand ils ne sont pas occupés à organiser des cocktails sur les héritages. Ryan m'a foudroyé du regard. Tu as toujours pensé que tu valais mieux que nous. Non, ai-je dit. J'ai juste arrêté de vous laisser me convaincre que j'étais pire. La pièce est retombée dans le silence. Pour une fois, mon père n'avait rien à dire. Il se tenait là, épaules carrées mais regards non focalisés, comme un homme regardant le monde qu'il a construit s'effriter grain par grain. Émilie, a-t-il dit finalement, son ton mesuré mais creux. Si ce que tu dis est vrai, alors tu devrais comprendre ce que cela signifie de protéger une entreprise. De protéger une famille. Tu ne peux pas t'accrocher au ressentiment pour toujours. Je ne suis pas rancunière, ai-je dit. Je suis réaliste. Et je connais la différence entre la famille et les gens qui ne vous aiment que quand vous êtes utile. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Je me suis retourné vers la porte, mon manteau drapé sur mon bras. Profitez de votre Noël, ai-je dit. Considérez ceci comme ma dernière apparition dans votre petite production. Attends, a appelé maman, sa voix se brisant. S'il te plaît, Émilie. Nous voulons arranger les choses. J'ai fait une pause, ma main sur la poignée de porte. Vraiment? Oui, a-t-elle dit. Nous pouvons recommencer. Tu es toujours notre fille. Les mots m'ont encore attrapé comme un éclat de verre. Vous n'avez pas le droit de redécouvrir votre fille seulement quand elle est riche. Ryan a marmonné quelque chose dans sa barbe. Probablement une autre insulte, mais je n'ai pas pris la peine d'écouter. J'ai poussé la porte et suis entré dans le couloir, la chaleur de la maison s'estompant derrière moi. Madame Lopez attendait près de l'entrée, ses yeux pleins d'une fierté tranquille. Tu as fait ce que tu devais faire, a-t-elle dit. Je l'ai fait, ai-je dit doucement. Et maintenant c'est fait. Elle a hésité, puis a pressé quelque chose dans ma main. Une petite croix en argent sur une fine chaîne. Tu as laissé ça ici quand tu as déménagé, a-t-elle dit. Je l'ai gardé en sécurité. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin à nouveau un jour. J'ai refermé mes doigts autour. Merci. J'ai glissé la croix en argent dans ma poche,
le métal déjà chaud contre ma paume. Alors que je sortais sur le porche, l'air froid de la nuit m'a frappé comme une bouffée propre. Des flocons de neige ont atterri sur mon manteau, fondant instantanément. Le monde à l'extérieur du manoir était toujours un blanc infini sous le clair de lune. J'ai regardé en arrière une fois. À travers la fenêtre givrée, je pouvais voir ma famille figée à la table, étourdie et sans voix. Un portrait de pouvoir défait. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre message d'Andrew Collins. Transfert confirmé complété. Joyeuse fête, mademoiselle Grant. J'ai souri. Joyeuse fête, ai-je chuchoté pour moi-même. Quand j'ai atteint ma voiture, j'ai fait une pause avant d'ouvrir la porte, jetant un coup d'œil une fois de plus aux fenêtres lumineuses derrière moi. Pendant des années, cette maison m'avait défini. Une prison construite d'attente et de condescendance. Maintenant, c'était juste un autre bâtiment plein de gens qui me voyaient enfin clairement. Peut-être pour la première fois de leur vie. J'ai baissé la vitre légèrement, laissant l'air froid piquer mon visage. Cela ressemblait à la liberté. Et alors que je quittais le domaine pour la dernière fois, une vérité s'est installée profondément dans ma poitrine. Je n'étais pas leur échec. Et je n'étais pas leur solution. Ils m'avaient traité de pauvre. Maintenant, ils pouvaient m'appeler autre chose. Intouchable. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, Aspen était enseveli dans le silence. La tempête s'était épaissie pendant la nuit, recouvrant tout de blanc, si pur que cela semblait presque mis en scène. Le soleil ne s'était pas encore levé assez haut pour atteindre les pics, et la lumière traversant la fenêtre de mon hôtel était un gris bleu pâle. Je suis resté là un moment, fixant le plafond, laissant les souvenirs de la nuit dernière se rejouer par fragments. Le vin, le choc, le son du verre de Ryan se brisant, l'incrédulité de mon père. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vide d'une bonne manière. Comme si l'espace en moi qui avait été rempli de colère et de vieilles blessures était enfin propre. Ce n'était pas de la joie, pas exactement. Plus comme la stabilité tranquille qui vient après le passage d'une tempête. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message non lu d'un numéro inconnu. Émilie, c'est Charles Desnains. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé hier soir. Votre sang-froid était exceptionnel. Concernant Aldrich, la haute direction pose déjà des questions sur un partenariat stratégique. Si vous êtes ouverte à une réunion après les vacances. J'ai souri faiblement. Grâce. Ce n'était pas ce que la nuit dernière m'avait fait ressentir. Cela avait ressemblé à la justice portant des gants de soie. Pourtant, j'ai tapé en réponse, merci Charles. Dites à Aldrich que je prendrai contact après le nouvel an. Et merci pour votre discrétion. Le message suivant est arrivé quelques secondes plus tard. De maman. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai fixé les mots pendant un long moment, mon pouce planant sur l'écran. Je pouvais imaginer sa voix, déjà fragile, mesurée, essayant toujours de contrôler le récit. Mais quelque chose dans le message semblait différent. Moins commandant. Plus humain. J'ai fait du café et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la neige dériver paresseusement sur le parking. Finalement, j'ai soupiré et appelé. Elle a répondu à la première sonnerie. Émilie ? Oui. Sa voix tremblait légèrement. Es-tu toujours à Aspen ? Pour l'instant. Je voulais dire que je suis désolé. Pour tout. Il y a eu un silence à mon bout. Je pouvais entendre le faible cliquetis de l'argenterie en arrière-plan, le doux murmure des domestiques nettoyant les débris du dîner de la veille. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère pour toi, a-t-elle continué. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux. T'enseigner comment les choses fonctionnaient. Mais je vois maintenant que je ne faisais que répéter les erreurs que mes parents ont faites avec moi. Son honnêteté m'a surprise. Ce n'était pas la version polie et contrôlée d'elle avec laquelle j'avais grandi. C'était la femme derrière la performance. Je ne sais pas quoi dire, ai-je admis. Dis que tu passeras avant de partir, a-t-elle dit rapidement. Juste pour un café. Pas de foule, pas de prétention. Juste nous. J'ai hésité. Et papa ? Il n'est pas lui-même aujourd'hui, a-t-elle dit prudemment. Il est dans son bureau depuis ce matin. Bien sûr qu'il l'était. La fierté ne se brise pas facilement. Elle craque,
puis se cache. Très bien, ai-je dit finalement. Quand je suis arrivé, le manoir semblait presque paisible sous la couverture de neige. L'allée avait été déneigée, le chemin bordé de lanternes. Madame Lopez m'a accueilli à la porte, son sourire un mélange tranquille de fierté et d'inquiétude. « Ta mère attend dans la véranda » a-t-elle chuchoté. « Ton père n'a pas dit un mot depuis que tu es parti. » La véranda sentait les agrumes et le pain. Ma mère était assise près de la fenêtre dans un pull crème, son maquillage plus doux que d'habitude. Une cafetière fumait entre nous. Et pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. « Tu as l'air fatigué » a-t-elle dit doucement. « J'ai bien dormi. »« Mieux que ton père alors » a-t-elle murmuré, versant 2 tasses. Il est resté debout jusqu'à l'aube. Je pense qu'il essaie de se convaincre que tout est un malentendu. Ça lui ressemble, ai-je dit. Nous avons siroté notre café en silence pendant un moment, la neige dehors brillant plus fort alors que le soleil perçait. Enfin, elle a parlé. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, Émilie. Je ne prétends pas tout comprendre, mais j'ai vu les articles ce matin. Forbes, Bloomberg, Business Insider. Ton nom est partout. J'ai haussé un sourcil. Tu lis Forbes maintenant ? Elle a souri faiblement. J'ai survolé. À ce moment-là, nous avons toutes les deux ri, bien que cela semblait fragile. Puis son expression est devenue sobre. J'aimerais que nous t'ayons vu pour qui tu étais plus tôt. Vous m'avez vu, ai-je dit doucement. Vous n'avez juste pas aimé ce que vous avez vu. Elle ne l'a pas nié. Peut-être. Peut-être que nous avions peur. Tu as toujours rappelé à ton père ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Et cela l'effrayait plus qu'il ne l'admettrait jamais. J'ai étudié son visage. Les ridules près de ses yeux. La façon dont elle semblait plus petite d'une certaine manière. Plus douce. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'empathie. Tu aurais pu l'arrêter. J'ai essayé, a-t-elle chuchoté. Tu penses que je ne l'ai pas fait ? Mais le monde de ton père fonctionne sur la domination, pas la raison. Ces mots se sont installés entre nous. Lourd mais vrai. Nous nous sommes assis en silence à nouveau jusqu'à ce que Madame Lopez apparaisse à la porte, son expression hésitante. Monsieur Grant veut voir Mademoiselle Émilie. Il est dans son bureau. Maman m'a jeté un coup d'œil. Tu n'es pas obligé. Je sais, ai-je dit. Mais je pense que je devrais. La porte du bureau était entr'ouverte. Mon père était assis derrière son bureau, le même devant lequel je m'étais tenu le jour où il m'avait viré. Il semblait plus petit maintenant. Les lignes fières de sa posture remplaçaient par quelque chose de plus lourd. Défaite, peut-être. Ou honte. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Je suppose que tu es venu profiter de la vue depuis le terrain élevé, a-t-il dit. J'ai fermé la porte derrière moi. Je ne suis pas venu pour jubiler. Il a expiré, sa voix rauque. Alors pourquoi es-tu là ? Parce que tu es toujours mon père, ai-je dit simplement. Cela l'a fait lever les yeux. Ses yeux étaient rouges, fatigués, mais toujours perçants. Tu m'as humilié hier soir. Non, ai-je dit doucement. Tu t'es humilié toi-même. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça n'arrivait pas, il a tressailli à cela. Pendant un moment, il a semblé qu'il pourrait crier à nouveau. Mais au lieu de cela, ses épaules se sont affaissées. Tu parles comme ta mère, a-t-il marmonné. Je prendrai ça comme un compliment. Il a émis un rire bas et sans humour. Tu penses que tu vaux mieux que moi maintenant. Je ne pense pas que je vaux mieux, ai-je dit. Je pense que je suis libre. Cela l'a fait taire. Je me suis approché, posant ma main sur le bord de son bureau. Tu m'as appris que l'argent était le pouvoir ultime. Mais le vrai pouvoir est la capacité de s'éloigner de cet argent. Et tu ne l'as pas. Moi si. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure. Il n'a rien dit. Ton entreprise échoue, ai-je continué doucement. Je pourrais t'aider si je voulais. Mais je ne le ferai pas. Pas parce que je veux te voir perdre. Mais parce que tu as besoin de comprendre ce que c'est que de reconstruire à partir de zéro, comme je l'ai fait. Et quand tu réaliseras que tu ne peux pas, je pourrai être là pour regarder la guerre d'enchères. Il m'a fixé pendant un long moment, son expression illisible. Finalement, il a hoché la tête une fois. Lentement.
Douloureusement. Peut-être que tu as raison. Ce n'était pas une excuse, mais c'était la chose la plus proche d'une qu'il m'ait jamais donnée. Quand je suis repassé par la véranda, ma mère attendait debout. Comment ça s'est passé? Mieux que je ne m'y attendais, ai-je dit. Dehors, la neige avait cessé. Le ciel s'était dégagé en ce genre de bleu qui ne vient qu'après une tempête. Froid, tranchant, a coupé le souffle. J'ai resserré mon manteau et souri faiblement. J'étais entré dans cette maison une fois comme une fille désespérée d'approbation. Maintenant, je la quittais en tant que femme dont le plus grand atout n'était pas 30 milliards de dollars, mais la liberté de tourner le dos à la maison qu'il avait autrefois définie. 3 jours après Noël, mon téléphone a vibré sans arrêt. La nouvelle de ma révélation au dîner de famille avait d'une manière ou d'une autre fuité dans le monde au-delà d'Aspen. Je soupçonnais quelqu'un de la liste des invités, peut-être l'un des investisseurs de mon père, peut-être même Chloé, qui avait la discrétion d'un poisson rouge avec le Wi-Fi. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Fille déshéritée devenue milliardaire déjoue sa famille au dîner de Noël. J'aurais dû être en colère, mais je ne l'étais pas. Si quelque chose, j'étais amusé. La version des événements circulant en ligne était presque cinématographique. Embellie, dramatisée, manquant complètement de nuances. Mais pour une fois, je n'avais pas besoin de corriger le récit. Laissons les tabloïds avoir leur histoire. J'avais la mienne. Pourtant, les appels venaient. Journalistes, producteurs de réseau, vieilles connaissances qui se souvenaient soudainement de mon numéro. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que mon assistante chez Morningstar, Clara, appelle de New York. Tu es tendance sur toutes les grandes plateformes, a-t-elle dit, essoufflée. Le hashtag fille milliardaire a 50 millions de vues. Charmant, ai-je dit sèchement. Juste ce que je voulais pour les vacances. Clara a ri nerveusement. On parle aussi du fait que le conseil de Grant Holdings pourrait chercher un investisseur de sauvetage. Certains disent qu'il pourrait vous approcher. Je suis devenue silencieuse. L'ironie était presque trop parfaite. Cette nuit-là, alors que la neige continuait de tomber devant mon hôtel d'Aspen, j'ai ouvert mon ordinateur portable et parcouru les rapports financiers. Elle avait raison. Grant Holdings perdait de l'argent. Action en baisse de 30% depuis octobre. Des documents internes faisaient allusion à des licenciements. C'était dans tous les sens un empire en ruine. Et mon père s'accrochait encore au volant. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis versé un verre de cabernet. La pensée a persisté. Devrais-je les sauver? Je pourrais facilement. Un virement bancaire et l'entreprise se stabiliseraient. Mais à quel prix pour ma fierté? Ma paix? Le lendemain matin, j'ai eu ma réponse quand Ryan s'est présenté. Il est arrivé à l'improviste, portant un manteau sur mesure et une expression qui essayait d'équilibrer l'arrogance avec le désespoir. J'ai vu l'épuisement derrière ses yeux avant même qu'il ne parle. Bel endroit, a-t-il dit, jetant un coup d'œil autour de ma suite. Plus grand que je ne m'y attendais. Toujours plus petit que ton ego, ai-je répondu, levant enfin les yeux. Il a émis un rire creux. Tu as toujours été doué pour les insultes. Et tu as toujours eu un mauvais timing. Que veux-tu? Il a soupiré, frottant ses tempes. Papa ne sait pas que je suis là. Mais les choses vont mal, Émilie. L'entreprise est à des semaines de perdre des contrats majeurs. Les investisseurs sont effrayés. Le conseil est agité. Je l'ai enfin regardé. Alors tu es venu ici pourquoi? Mendier? Ses narines se sont dilatées. Pour faire une offre. Je me suis penché en arrière, amusé. Une offre. Continue. Il a sorti un dossier de sa mallette et l'a glissé sur la table. Une proposition. Tu investis dans Grant Holdings. En échange, nous te donnons une part de contrôle. Tu deviendrais effectivement PDG. J'ai cligné des yeux. Tu me demandes de reprendre l'entreprise familiale? Il a hésité. L'ironie était si tranchante que je pouvais presque la goûter. La même entreprise qui m'avait viré devant la moitié de l'élite financière de Denver. La même que papa disait que je n'étais pas assez bonne pour représenter. La mâchoire de Ryan s'est serrée. Nous avons fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Mais tu dois comprendre. Ce n'est pas juste une question d'affaires.
Des centaines d'employés dépendent de nous. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La neige dehors éblouissante de clarté. Et soudainement tu te soucies des gens en dessous de ton niveau de salaire? Il s'est hérissé. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Je me suis tourné. Non. Je pense juste différemment. C'est pourquoi je suis debout ici et tu es ici à demander de l'aide. Pendant un moment, le masque a glissé et j'ai vu le garçon qu'il était. Celui qui me passait des biscuits en douce pendant les sermons de papa. Qui m'avait dit un jour que j'étais la seule personne dans la famille qui écoutait vraiment. Puis c'est parti, remplacer PAR le calcul. Si tu ne nous aides pas, Grant Holdings s'effondre, a-t-il dit platement. Notre nom tombe en ruine. Notre nom, ai-je fait l'écho. Tu veux dire le nom de papa. Celui qui l'utilisait comme une arme. Il a détourné le regard. C'est toujours notre père. Oui, ai-je dit doucement. Mais il n'est plus ma responsabilité. Il a pris une respiration, la frustration irradiant de lui. Au moins, réfléchis-y. Tu peux transformer ça en un héritage. Un qui est le tien, pas le sien. Je l'ai étudié un moment. Tu n'as pas tort, ai-je admis. Mais l'héritage ne signifie rien sans intégrité. Dis-moi, Ryan, si j'achète cette entreprise, qui penses-tu que je garderai? Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, ai-je dit en m'approchant, penses-tu que je garderai le même conseil qui a ri quand j'ai été viré? Les mêmes cadres qui ont applaudi quand papa m'a qualifié inapte au leadership? J'ai lu les dossiers. Votre ratio dette capitaux propre est à l'envers et vos engagements sont fichus. Votre conseil s'apprête à activer la clause 2.1. Résiliation involontaire. Il s'est figé. J'ai souri faiblement. Non. Si je reprends, je reconstruis à partir de zéro. Et je commence PAR nettoyer la maison. Il a avalé difficilement. Alors c'est un oui. C'est un peut-être, ai-je dit. J'y réfléchirai. Mais pas pour toi. Pour les gens que ton père n'a jamais vus. Ryan a hoché la tête, sa fierté luttant pour rester intacte. Bien. Je lui dirai. Il s'est tourné pour partir mais s'est arrêté à la porte. Tu sais, a-t-il dit doucement, papa lit des articles sur toi toute la semaine. Il ne l'admettra pas, mais il est fier. Je l'ai regardé fixement. La fierté ne signifie rien sans respect. Après son départ, je me suis rassise et j'ai fixé le dossier. Une proposition. Contrôle. Pouvoir. L'ancienne Émilie aurait sauté sur l'occasion de faire ses preuves. De leur montrer qu'elle pouvait réparer ce qu'ils avaient cassé. Mais la femme que j'étais devenue savait mieux. Parfois, le pouvoir ne vient pas de la reprise de ce qui vous a fait mal. Il vient du fait de s'éloigner et de le regarder tomber sans avoir besoin de lever le petit doigt. Pourtant, la curiosité a gagné. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des états financiers, des graphiques et une seule note manuscrite dans le gribouillage familier de mon père. Je sais que je ne mérite pas ça. Si tu aides, fais-le pour le nom que nous avons bâti. Ne confonds pas le contrôle avec la force. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de colère en voyant son écriture. Juste de l'épuisement. Peut-être qu'il comprenait enfin ce que j'essayais de lui montrer depuis le début. Qu'une famille construite sur le contrôle n'est pas une famille du tout. J'ai fermé le dossier et versé un autre verre de vin. Dehors, la neige avait cessé et la première lumière du crépuscule brillait douce et dorée sur les montagnes. Demain, j'appellerai mon avocat et Alex. Nous n'organiserions pas une prise de contrôle. Nous exécuterions une acquisition chirurgicale. Un achat discret d'actifs en difficulté sous l'ombrelle de Morningstar. Ils n'avaient pas besoin de savoir que je les sauverais. Ils avaient juste besoin d'apprendre ce que ça faisait d'être sauvé par quelqu'un qu'ils appelaient autrefois sans valeur. Alors que le feu crépitait dans l'âtre, je me suis permis une dernière pensée avant de tout laisser aller. La vengeance n'était pas une question de destruction. C'était une question de restauration. Et dans ce sens, je gagnais déjà. Le matin où le rachat a été finalisé, New York était encore à moitié endormi sous un ciel d'hiver gris. Mon bureau se trouvait au 42e étage de la tour Morningstar, des murs de verre s'ouvrant sur une ligne d'horizon qui était devenue mon nouveau genre de cathédrale. Froide, scintillante, vivante.
Je me tenais près de la fenêtre, café à la main, alors que Clara lisait la mise à jour finale de mon équipe juridique. C'est fait, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Alex a confirmé le transfert il y a quelques minutes. Grand Holdings est officiellement sous le contrôle de Morningstar. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé la ville à la place. La façon dont la lumière rampait sur les bâtiments, se reflétant en vagues sur la rivière. Le monde continuait de bouger, indifférent au fait qu'un empire venait de tomber et qu'un autre avait tranquillement pris sa place. Clara a hésité. Veux-tu que j'informe la presse? Non, ai-je dit. Pas encore. Elle a cligné des yeux. Tu ne veux pas l'annonce? J'ai secoué la tête. Certaines victoires n'ont pas besoin de feux d'artifice. Elle a hoché la tête, me comprenant comme elle le faisait toujours, et s'est glissée hors de la pièce, me laissant seul avec le silence. J'ai pensé à mon père. À Ryan. À cette nuit à Aspen quand le mot « milliardaire » avait brisé quelque chose en nous tous. Il serait si facile de les appeler maintenant. De laisser la nouvelle glisser dans la conversation comme une pensée après coup. Au fait, je possède l'entreprise dans laquelle vous avez essayé de me détruire. Mais ce n'était plus qui j'étais. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et ouvert mon ordinateur portable. Il y avait encore du travail à faire. Contrat à revoir. Département à restructurer. Vie à considérer. Parce que ce n'était plus juste de la vengeance. C'était de la reconstruction. À 11 heures précises, j'ai appelé la nouvelle équipe de direction dans la salle de conférence. Ils étaient un mélange de gens anciens et nouveaux. Des gens qui étaient restés fidèles à Grand Holdings à travers son effondrement, et les esprits vifs et affamés que j'avais recrutés chez Morningstar. Soyons clairs, ai-je commencé, debout en tête de table. Ce n'est pas une fusion. C'est une réinvention. Le nom Grant restera, mais il ne représentera plus le pouvoir ou le statut. Il représentera l'opportunité. Il y avait des hochements de tête dans la salle. Certains sceptiques. Certains inspirés. Nous convertissons 30% des opérations en fondation Grant, ai-je continué. Notre objectif se déplacera vers le financement de subventions aux petites entreprises, de start-up dirigées par des femmes et d'entreprises d'énergie renouvelable. Le profit comptera toujours, mais le but aussi. Un murmure de surprise a parcouru le groupe. Un homme, un analyste senior qui était avec mon père depuis des décennies, s'est raclé la gorge. C'est ambitieux. Certains pourraient dire radical. Bien, ai-je dit simplement. Si ça ne vous fait pas peur, ça ne vaut pas la peine d'être fait. Au moment où la réunion s'est terminée, l'énergie dans la salle avait changé. Les gens souriaient à nouveau. Il y avait du mouvement. De l'espoir. Des choses que la salle de conférence de mon père n'avait jamais connues. Cette nuit-là, longtemps après que tout le monde soit rentré chez soi, je suis resté dans mon bureau. La ville en contrebas brillait comme un battement de cœur électrique, pulsant avec des millions d'histoires que je ne connaîtrai jamais. J'ai pris le téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Il a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde. Émilie? Salut, papa. Il a expiré lentement, comme si le son de ma voix avait été à la fois attendu et redouté. Je me demandais quand tu appellerais. Je n'étais pas sûr que je le ferais. Je suppose que tu as obtenu ce que tu voulais. Le contrôle. Non, ai-je dit. Le temps de gagner est révolu, papa. Je l'ai fait parce que ton échec ne devrait pas punir ceux qui comptaient sur toi. Il a laissé échapper un rire rauque. Toujours la morale. Quelqu'un devait l'être. Une autre longue pause. Puis doucement, ta mère a demandé de tes nouvelles. Je sais. Elle a appelé la semaine dernière. Et Ryan? Il comprend les choses, ai-je dit prudemment. Il est venu me voir pour de l'aide. Mon père a reniflé. Bien sûr qu'il l'a fait. Toujours à chercher une porte de sortie. Peut-être qu'il apprend enfin la responsabilité, ai-je dit. Nous avons tous dû le faire. Il n'a pas argumenté, a juste soupiré. Tu as l'air différente. Je le suis. Il y avait quelque chose de fragile dans sa voix quand il a parlé à nouveau. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça, Émilie. Toi et moi sommes dans des camps opposés. Nous n'avons jamais été dans des camps opposés,
ai-je dit. Tu n'as juste jamais regardé pour voir où je me tenais. Il n'a rien dit, mais je pouvais dire qu'il comprenait. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là dans le noir pendant un long moment, regardant la ville. Quelque part là-bas, mon père faisait face aux conséquences de sa propre conception. Et pour la première fois, je ne ressentais ni colère ni triomphe. Juste la paix. Le lendemain matin, mon nom a fait les gros titres à nouveau. Cette fois pour le rachat. Morningstar acquiert Grant Holdings, la rédemption d'une fille. La photo en dessous me montrait sortant de mon bureau, menton haut, expression illisible. Clara a fait irruption dans la pièce vers 8 heures, tablette à la main. Il t'appelle la milliardaire silencieuse. J'ai ri. C'est nouveau. C'est tendance, a-t-elle dit. Les gens adorent l'histoire. La femme qui a reconstruit l'empire de sa famille sans le détruire. J'ai souri faiblement. Peut-être que c'est l'histoire dont ils ont besoin en ce moment. Nous avons passé le reste de la journée à gérer les appels, signer des déclarations et préparer des interviews que je déclinerai plus tard. À la tombée du soir, ma tête martelait. J'ai éteint mon téléphone, attrapé mon manteau et je me suis glissé dans l'air glacial. Dehors, la ville était vivante. Klaxons de voitures, vendeurs de rue fermant boutique, vapeur s'élevant des grilles. J'ai marché sans but, passant devant l'arbre Rockefeller encore à moitié allumé, devant des gens prenant des photos d'eux-mêmes sous des lumières scintillantes. J'ai fini à Central Park, près de l'étang gelé. Le calme y était d'un genre que je n'avais pas connu depuis des années. Un groupe d'enfants patinait, leur rire résonnant dans le froid. Je me suis assise sur un banc en les regardant, pensant à quel point il était étrange d'avoir tout et de désirer encore la simplicité. Peut-être que c'était ça le succès vraiment. Pas les gros titres, pas l'argent. Mais la liberté de s'asseoir en silence sans avoir l'impression de devoir prouver quelque chose. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Ryan. Papa ne va pas bien. Pourrais-tu passer ce week-end? Il ne demandera pas, mais il a besoin de toi. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Je serai là. Ce n'était pas une faiblesse. C'était un choix. Une décision d'échanger le tranchant de la vengeance pour le fardeau difficile et désordonné du pardon. Quand j'ai levé les yeux, la neige avait recommencé à tomber. Légère, presque invisible. Je me suis levé, fourrant mes mains dans mes poches, et j'ai souri pour moi-même. La vengeance s'était éteinte d'elle-même. Ce qui restait était quelque chose de plus calme, de plus profond. Il ne s'agissait plus de renverser la situation. Il s'agissait d'apprendre à la laisser derrière soi. Au moment où les lumières de la télévision ont frappé mon visage, je n'étais plus nerveuse. Pas de la façon dont j'avais été il y a 5 ans, debout devant une salle de conseil pleine d'hommes attendant que j'échoue. C'était différent cette fois. Le pouvoir était mien. Le studio était plus froid que je ne m'y attendais, projecteur flamboyant mais climatisation à fond pour empêcher le maquillage de fondre sous la chaleur. Le producteur m'a donné le compte à rebours. Dans 3, 2, 1. Et puis la lumière rouge a clignoté. Bonsoir à tous, a commencé l'encre. Ce soir sur The Money Hour, nous avons une invitée très spéciale. Emily Grant, la PDG et fondatrice de Morningstar Capital. La visionnaire derrière l'une des sociétés d'investissement privées à la croissance la plus rapide en Amérique. Emily, merci de vous joindre à nous. Merci de me recevoir, ai-je dit, ma voix calme, mesurée. Vous avez beaucoup fait les gros titres ces derniers temps, a-t-elle continué. De votre acquisition historique de Grant Holdings, l'ancienne entreprise de votre famille, à votre nouvelle initiative philanthropique, la Fondation Grant. Qu'est-ce que ça fait d'être au centre de tout ça? J'ai souri légèrement. Surréaliste, surtout. Mais aussi inévitable. Elle a incliné la tête. Inévitable? Oui, ai-je dit. Parce qu'au moment où ils ont décidé que j'étais jetable, ils ont cédé le contrôle sur mon avenir. Ce qui a suivi était simplement logique, et donc inévitable. Le producteur derrière la vitre a souri. L'encre s'est penchée en avant, sentant un moment. Vous avez mentionné une fois que la désapprobation de votre famille était votre plus grande motivation. Ressentez-vous toujours cela? J'ai fait une pause, laissant le silence respirer avant de répondre. Non. Ils n'étaient pas ma motivation. Ils étaient mon miroir. Ils m'ont montré ce que je ne voulais pas devenir.
Les yeux de l'encre ont vacillé de surprise. C'est puissant. Puis-je demander, leur avez-vous parlé depuis l'acquisition? Oui, ai-je dit doucement. Et ce n'était pas à propos des affaires. Elle a hoché la tête, voulant clairement insister mais trop professionnelle pour fouiner. Très bien. Parlons de Morningstar. Vous avez réussi à la faire grandir en une entreprise de plusieurs milliards de dollars en moins de 5 ans. Quel est votre secret? Il n'y en a pas, ai-je dit. Juste la cohérence, l'humilité et le courage de recommencer quand tout le monde pense que vous avez échoué. Nous avons parlé pendant 20 minutes des affaires, du leadership, de l'avenir. Et puis, juste avant la fin du segment, elle a posé la question que je savais venir. Que diriez-vous à cette version plus jeune de vous-même, a-t-elle demandé doucement. Celle qui a été virée par sa propre famille et à qui on a dit qu'elle n'y arriverait jamais? J'ai regardé droit dans la caméra. Je lui dirais qu'être sous-estimé est le meilleur cadeau que quiconque puisse vous faire. Parce que quand personne ne croit en vous, vous êtes libre de croire en vous-même sans limite. Quand la lumière rouge s'est finalement éteinte, le studio est devenu silencieux, sauf pour le remue-ménage des papiers. L'encre s'est penchée et a serré ma main. C'était beau, a-t-elle dit. Brut. Vrai. Merci, ai-je dit, le pensant. En coulisses, mon assistante Clara attendait avec sa tablette. Nous sommes déjà tendance, a-t-elle dit, essoufflée. Cette dernière phrase. Les gens la citent partout. J'ai ri. Espérons qu'ils se souviennent aussi de la partie sur la cohérence. Mais sous l'humour, j'ai senti quelque chose changer. L'interview n'avait pas été juste une émission. C'était une déclaration. Une fermeture d'un chapitre qui avait trop défini ma vie. Alors que nous quittions le bâtiment, l'air de la nuit m'a frappé comme une vague de clarté. Manhattan scintillait au loin, vivante et indifférente. Les lumières des paparazzi ont clignoté brièvement, mais je ne me suis pas arrêté. J'avais passé trop de temps à vivre sous les objectifs des autres. Quand je suis rentré, j'ai trouvé une enveloppe qui m'attendait sur mon comptoir de cuisine. Livrée en main propre. Pas de nom. Juste la faible odeur de cèdre et de tabac, le genre d'eau de Cologne que mon père portait. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Émilie, j'ai regardé l'interview. Tu as été magnifique. Je ne le dis pas à la légère. Tu m'as rendu fier ce soir. Vraiment fier. Je sais que je n'ai le droit de rien te demander, mais si tu as le temps, ta mère et moi aimerions te voir. Dîner du dimanche. Pas d'agenda, pas d'affaires. Juste la famille. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je ne t'ai jamais vraiment vu jusqu'à maintenant. Papa. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot plus lourd que le dernier. Mon père ne m'avait jamais écrit de lettre auparavant. Il dictait des mémos, aboyait des ordres, faisait des déclarations. Mais jamais écrit. Dîner du dimanche. Le même cadre où tout avait commencé. Je me suis versé un verre de vin et j'ai fixé la ligne d'horizon à travers ma fenêtre. Pendant des années, j'avais rêvé de ce genre de reconnaissance. De l'entendre dire qu'il était fier. Maintenant que je l'avais, cela semblait différent. Plus petit. Comme un souvenir que j'avais déjà dépassé. Pourtant, quelque chose en moi s'est adouci. Peut-être que c'était le moment. Peut-être que l'histoire n'est pas encore terminée. Le lendemain, l'équipe de communication de Morningstar a appelé pour confirmer le succès de l'interview. Forbes veut un suivi, a dit Clara. Il t'appelle la femme la plus influente de la finance américaine. J'ai souri faiblement. Qu'ils m'appellent comme ils veulent. Je sais qui je suis. Cet après-midi-là, j'ai rencontré le conseil consultatif de la Fondation Grant. La salle de conférence bourdonnait d'énergie alors que nous esquissions notre prochain projet, un programme national de mentorat pour les femmes dans les affaires. Imaginez, ai-je dit, si chaque femme à qui on a dit un jour qu'elle n'était pas assez pouvait entendre quelqu'un qui est passé par là. Quelqu'un qui a réussi quand même. La salle est devenue silencieuse un moment, puis a éclaté en applaudissements. Quand la réunion s'est terminée, Clara m'a tiré à l'écart. Tu sais, Émilie, a-t-elle dit doucement. Tu changes plus que des entreprises maintenant. Tu changes des gens. Ces mots sont restés avec moi longtemps après que je sois rentré chez moi. Cette nuit-là, j'ai fait une longue promenade le long de l'Hudson. L'eau miroitait sous les lumières de la ville,
le son de rire lointain résonnant sur le quai. Pour la première fois, je me sentais complètement en paix. Pas triomphante. Pas justifiée. Juste immobile. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère. Maman planifie le dîner toute la semaine. C'est dur pour papa, mais il a besoin de ça. Et honnêtement, moi aussi. Nous attendrons. J'ai souri. Dis-leur que je serai là. Quand je suis rentré chez moi, je me suis surprise à jeter un coup d'œil à nouveau à la note de mon père. Son écriture semblait fragile, incertaine, comme s'il avait eu peur que je ne la lise pas. Pendant des années, j'avais cru que le pouvoir venait de la richesse, de la victoire, de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Mais debout là seul dans mon appartement silencieux, j'ai réalisé quelque chose de tout à fait autre. Le vrai pouvoir était la paix. C'était la certitude tranquille que la fille qui avait été virée était enfin devenue la femme qui était libre. C'était la capacité de choisir le pardon sans abandonner sa dignité. De retourner dans la pièce où vous vous êtes brisé une fois et de savoir que cette fois, vous n'avez besoin de rien prouver du tout. Le dimanche ne pouvait pas arriver assez tôt. Quand je me suis garé devant la maison de mes parents ce dimanche soir, le monde était plongé dans le crépuscule. Les dernières traînées de soleil peignaient la neige en or et rose. Et pour un moment, le manoir a semblé presque gentil. Je n'étais pas venu ici depuis Noël, la nuit où tout avait changé. Les mêmes marches en pierre, les mêmes grandes portes. Mais l'air était différent maintenant. Plus calme. Madame Lopez a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, son visage s'illuminant d'une chaleur qui m'a presque défaite. Mademoiselle Émilie, a-t-elle dit, sa voix tremblante. C'est si bon de vous revoir. C'est bon d'être de retour, ai-je dit doucement. Bien que j'admette que cela semble étrange. Elle a souri d'un air entendu. Bon étrange, j'espère. Je lui ai tendu mon manteau. L'odeur de cannelle et d'herbe rôtie émanant de la cuisine. Ta mère s'affaire depuis ce matin, a-t-elle chuchoté avec conspiration. Et ton père? Eh bien, il a été calme. Nerveux peut-être. Nerveux, ai-je dit avec un faible rire. Ça, c'est nouveau. Quand je suis entré dans la salle à manger, je l'ai à peine reconnu. La table, autrefois un champ de bataille de tension et d'ego, était mise simplement. Un chemin de table en lin, des verres en cristal, des bougies vacillent en bas. Ma mère se tenait près de la cheminée, portant une robe bleu marine douce au lieu de son armure habituelle de couture. Mon père était en tête de table, posture plus droite que ses années ne le permettaient, un soupçon d'incertitude vacillant sur son visage. Émilie, a-t-il dit. Pas froidement, pas formellement. Juste mon nom. Papa, ai-je répondu en hochant la tête. Ma mère s'est avancée et a embrassé ma joue, sa main s'attardant sur mon bras. Tu es magnifique. Toi aussi. Pendant un moment, cela a semblé presque normal. Comme si le temps s'était replié et que nous étions juste une famille à nouveau. Mais sous tout cela, il y avait un courant qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. La conscience de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne l'avait pas été. Le dîner a commencé tranquillement. Ryan est arrivé en retard à As Always, sa fiancée, une femme chaleureuse et ancrée nommée Lila, à ses côtés. Lui et Chloé avaient mis fin aux choses il y a des mois, tranquillement, après les retombées de ce Noël. Elle m'a accueilli avec une aisance qui a désamorcé la tension instantanément. Enfin la fameuse sœur, a-t-elle dit en souriant. J'ai entendu parler de toi non-stop. Tous des mensonges, j'espère, ai-je répondu, gagnant un rire d'elle et même un sourire réticent de Ryan. Nous nous sommes assis et pendant un moment, la conversation a dérivé facilement. Ma mère a posé des questions sur les programmes de la fondation. Ryan a mentionné une nouvelle start-up qu'il conseillait. Le cliquetis de l'argenterie remplissait les pauses qui auraient autrefois été remplies de jugement. Ce n'est qu'après le plat principal, un agneau rôti au romarin, que mon père a finalement parlé sérieusement. J'ai vu ton interview, a-t-il dit doucement. Celle sur The Money Hour. J'ai posé mon verre. Je me doutais que tu pourrais l'avoir vue. Tu as été. Il a hésité, cherchant le bon mot. Extraordinaire. Le silence qui a suivi était lourd mais pas inconfortable. Il a pris une gorgée de son vin puis a continué. Je ne prétendrai pas que c'était facile à regarder. De voir ce que tu es devenu sans moi.
Mais j'ai beaucoup réfléchi à quelque chose que tu as dit. Que le pouvoir n'est pas le contrôle. C'est la liberté. Je ne comprenais pas ça alors. Je pense que je le comprends maintenant. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Comme un nœud cédant enfin. Ma mère a tendu la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle dit doucement. Tous les deux. Nous t'avons élevé pour valoriser la force, mais pas la vulnérabilité. Et je vois maintenant à quel point c'était injuste. Maman, ai-je commencé. Mais elle a levé la main. Non, laisse-moi finir, a-t-elle dit. Tu ne nous devais pas ton obéissance, Émilie. Tu te devais ta vie. Et tu l'as choisie. C'est courageux. Les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Tout le ressentiment, toute l'amertume qui avait autrefois brûlé comme de l'acide. Ça ne semblait plus tranchant. Juste distant. Comme une ombre s'estompant enfin avec le crépuscule. Ryan s'est penché en arrière, nous regardant. Vous savez, a-t-il dit, papa a été différent ces dernières semaines. Plus calme. Il m'a même aidé avec ma nouvelle entreprise. L'humiliation a été douloureuse, a dit mon père avec un petit sourire presque penaud. Mais c'était nécessaire. Quand tu perds tout, tu commences à réaliser à quel point tu avais peu besoin de la plupart de tout ça. Et combien tu prenais pour acquis, a ajouté ma mère, jetant un coup d'œil vers moi. J'ai ri doucement. Eh bien, au moins nous apprenons. Nous avons parlé pendant des heures des affaires, de l'enfance, de tout ce que nous avions été autrefois trop fiers pour dire à haute voix. Mon père a partagé des histoires de ses débuts, des échecs dont je n'avais jamais entendu parler, des peurs qu'il n'avait jamais admises. Ma mère m'a raconté la première fois qu'elle l'avait rencontré, comment elle avait confondu son arrogance avec de la confiance. Même Ryan a avoué à quel point il avait été terrifié en regardant l'entreprise s'effondrer, sachant qu'il devrait affronter la vérité sur qui nous étions tous devenus. C'était étrange. Guérissant, mais étrange. Comme redécouvrir une vieille chanson qu'on avait aimée autrefois mais dont on avait oublié les paroles. Quand le dessert est arrivé, ma mère s'est excusée et est revenue avec une petite boîte. Elle me l'a tendue à deux mains, sa voix tremblante. Cela appartenait à ta grand-mère, a-t-elle dit. Elle voulait que tu l'aies quand tu serais prête. À l'intérieur se trouvait un médaillon. Or simple, usé par des années de toucher. Ma grand-mère. La seule autre femme grande qui avait osé poursuivre sa propre carrière. Elle a toujours su que j'étais différente. À l'intérieur, 2 photos. Ma grand-mère en tant que jeune femme, et moi à 5 ans, souriant avec de la glace sur le menton. Je pensais que tu avais perdu ça, ai-je chuchoté. Je l'ai gardé, a dit ma mère. Même quand les choses étaient difficiles, je savais qu'un jour nous retrouverions notre chemin. J'ai fermé le médaillon et les tenues serrées. Merci, ai-je dit, ma voix se brisant. Mon père s'est raclé la gorge. Tu as fait plus pour cette famille que tu ne le réalises, Émilie. Tu nous as donné une seconde chance. Non, ai-je dit doucement. Vous vous en êtes donné une. J'ai juste arrêté de me mettre en travers. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Ryan a levé son verre. Aux secondes chances. À la croissance, a ajouté ma mère. Mon père m'a regardé, les yeux brillants à la lumière des bougies. À ma fille, a-t-il dit simplement. La meilleure de nous. Je n'ai pas pleuré. Pas alors. J'ai juste levé mon verre et croisé son regard. Aux leçons qui nous ont pris trop longtemps à apprendre. Nous avons bu. Et pour la première fois depuis des années, le rire a rempli la pièce. Pas le genre cassant destiné à impressionner ou à dévier. Mais le vrai genre. Le son de la libération. Plus tard, quand je suis sorti, l'air était froid et clair. Le ciel nocturne scintillait au-dessus de moi, la neige reflétant la faible lueur de la maison derrière moi. Je pouvais encore entendre leur voix. Douce, chaleureuse, vivante. Madame Lopez est venue me dire au revoir, ses yeux brillants. Ils sont fiers de toi, tu sais. Je sais, ai-je dit. Et pour une fois, ça suffit. Alors que je m'éloignais en voiture, j'ai regardé dans le rétroviseur la maison devenir plus petite derrière moi. Elle ne semblait plus être l'endroit qui me définissait. C'était juste une partie de l'histoire maintenant. Un début, pas une encre.
Les lumières de la ville s'élevaient devant moi. Sans borne et infinies. Je marchais avec elle. Enfin. Paisiblement. Le passé n'était pas un poids me tirant vers le bas. C'était la fondation sur laquelle je me tenais maintenant. J'étais prête pour tout ce qui viendrait ensuite.